mais comment on remet du plaisir dans notre vie finalement, comment on refait pétiller nos papilles, comment on refait pétiller nos pupilles, comment on refait pétiller nos neurones, comment on refait pétiller notre vie et comment on remet de la vie avec un grand V dans notre vie finalement. Stéphanie. Empruntez les chemins insoupçonnés que vous offre la vie. Ici Soraya et chaque mercredi, je vous emmènerai au cœur de nouvelles réalités. Au programme, auto-guérison, psychologie pratique, neurosciences, souveraineté intérieure et bien d'autres thèmes qui élargiront vos horizons pour vivre, mourir et renaître en toutes circonstances. Vous écoutez le podcast des chemins insoupçonnés. Alors, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur le podcast des chemins insoupçonnés. Aujourd'hui, on se libérera des perturbateurs endocriniens. Et oui, qu'est-ce que les perturbateurs endocriniens? C'est ces particules qui sont banalisées, qui vivent autour de nous, peut-être même en nous. Ça va être la thématique de cet épisode-là. Et pour cela, je ne suis pas seule aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter mon invitée surprise. Je vais peut-être pas la présenter, je vais la laisser se présenter. C'est Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Soraya, bonjour à tous. Merci, je suis ravie d'être là auprès de toi et auprès de vous pour pouvoir vous parler de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et parce qu'effectivement, il est des fois sous-évalué. Et les perturbateurs endocriniens, ça nous entoure partout. Moi, j'avais vraiment envie de sensibiliser les personnes autour de moi à cette problématique-là et puis surtout à apporter des pistes de solutions parce que c'est pas le tout d'être conscient qu'il pourrait y avoir un problème, mais si on ne sait pas quoi faire pour le résoudre, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partager avec vous aujourd'hui diverses solutions pour vous permettre de faire votre premier pas ou un pas de plus vers plus d'équilibre dans votre vie pour vous et d'améliorer votre bien-être et celui de votre famille. Oui, merci beaucoup Stéphanie. Et effectivement, c'est très important. Tu vas nous faire un petit peu mettre en lumière non seulement la compréhension, parce que comprendre une problématique avant de la maîtriser ou de pouvoir gérer, si on ne comprend pas de quoi il s'agit, on peut très très difficilement agir. Et les actions qu'on peut mettre en place, donc les pistes dont tu vas nous faire parler, sont beaucoup plus simples qu'on ne le pense. Et oui, dans la vie, comme on dit, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, il y a beaucoup d'influences extérieures qu'on ne maîtrise pas, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a énormément de choses qu'on peut maîtriser pour justement non seulement se protéger de certaines perturbations qui peuvent nous affecter au niveau de notre santé physique, mais aussi psychologique. Et ça, on a toutes les billes entre nos mains sans le savoir. Mais pour ça, il faut des personnes qui soient habitées par cette mission et je pense que tu l'es. Merci. C'est effectivement le cas et c'est quelque chose qui me touche vraiment parce que j'aime chercher, j'aime apprendre, mais chercher et apprendre pour engranger du savoir, ça sert à rien si on le garde pour soi. Et c'est vraiment l'idée de le Oui, partager autour de soi justement c'est ça. parce que c'est vraiment ça qui va amener des déclics et puis ça facilite la vie des autres parce qu'il y a des choses que moi je vais comprendre d'une certaine manière et que je vais pouvoir expliquer peut-être d'une manière beaucoup plus facilement accessible à tout le monde, tout comme on l'a fait pour moi Mm. dans des sujets qui étaient complexes pour moi. Donc si je peux partager en fait et rendre un petit peu ce qu'on m'a apporté, c'est vraiment du grand plaisir. Bon, euh, Stéphanie, comment... alors, j'aime pas trop la question qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu? Euh, Comment est-ce que tu pourrais te présenter? Quel est ton... au monde? Quelle est cette entité-là? Quel est ton rôle finalement dans ta fonction, ton rôle? Pourquoi est-ce que tu es là et que tu peux nous parler de cette thématique? De tout ça, eh Oui. ben, dans mon parcours, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont amené à tout ça.
La première chose, c'est que depuis toute petite, j'ai eu envie d'aider les autres, j'ai eu envie de faire du soin, de l'accompagnement et de l'accompagnement des femmes. En fait, je me suis dirigée vers le métier de sage-femme quand j'avais 19 ans et j'ai eu la chance d'exercer ce métier-là pendant presque 20 ans. Donc voilà, ça ne me rajeunit pas au final. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a animée. Et dans ce métier-là, bah forcément, j'ai été au contact de femmes, j'ai été sensibilisée à tout ce qui était cycle hormonal, à tout ce qui était équilibre hormonal, à tout ce qui pouvait venir le perturber. Et dans cette envie d'amener les femmes à l'autonomie pour elles et pour leur famille en leur donnant des outils concrets qu'elles pouvaient mettre en place. Et en parallèle, dans ma vie personnelle, donc je suis une maman de 3 enfants, et avec leur papa, on était déjà dans une démarche colibri, si vous connaissez le principe de la démarche colibri, donc du chacun fait sa part. Et lui était très axé permaculture. On était dans la réduction de l'eau, dans la consommation d'eau, j'entends, dans la réduction de la production de déchets. On était très sensibilisés à ça. Et bah, petit à petit, l'envie d'aller faire un pas de plus, l'envie d'aller un petit peu plus loin dans les cosmétiques, dans les produits ménagers, dans comment, la manière de prendre soin de ma famille, je pouvais aussi ben, aller vers plus de naturel, aller vers plus de simplicité, aller vers plus de pratico-pratique. Et ben, j'ai commencé à me renseigner là-dessus et ça m'a passionné, ça m'a interpellée. Et en mettant en parallèle ben, ce que j'apprenais en tant que maman dans ces différentes démarches, la lecture des étiquettes, dans la santé au naturel et bah, ma démarche de sage-femme et d'accompagner les femmes, bah, je me suis rendu compte que les deux étaient parfaitement en lien et compatibles et je les ai réunis dans le fait d'étudier justement tout ce qui pouvait impacter notre cycle hormonal, notre équilibre hormonal. Et en fait, bah, comme tu l'expliquais en présentation, il y a plein de choses qui peuvent venir l'impacter, dont des fois on ne se rend pas forcément compte, mais il y a aussi plein de solutions dont on n'imagine pas forcément la simplicité pour venir bah, éliminer ces perturbateurs endocriniens de notre quotidien et vraiment acquérir plus d'équilibre pour nous. Et surtout, je crois que c'est vraiment ça qui m'anime, faire de la prévention pour nos enfants. Parce que si je devais décrire en fait ce que j'ai envie de faire, ça va peut-être paraître, je sais pas trop quel est le mot, mais je me dis qu'au fond de moi, si je pouvais amener à mes enfants plus d'équilibre et puis amener à nos enfants un monde un tout petit peu plus équilibré que ce qu'on vit nous là maintenant, eh ben, c'est vraiment ce que j'ai envie de créer et une goutte à la fois et un pas à la fois et voilà, en mode en version colibri. Oui, oui, mais j'adore justement la manière dont tu as présenté ce parcours-là. C'est que finalement, ce que je retiens, c'est que il y a certainement des étapes. Hein. Et les étapes, parce que moi, enfin, quand j'entends certaines personnes qui pensent que, voilà, en fonction du mode de vie, il y a des choses qui ne sont pas possibles de mettre en place. Alors, on n'est pas obligé d'aller, quand on prend conscience de certaines pollutions qui se trouvent autour de nous, euh, le message là de ce que je ressens, c'est que bah, vous n'êtes pas obligé d'aller du jour au lendemain au fin fond de la montagne, voilà, vivre en adéquation avec la nature et être le minimum impactant sur cette planète. Il n'y a pas besoin d'aller dans cet extrême-là. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'en fonction de là où on se trouve aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut mettre en place et prendre en considération l'environnement dans lequel on se trouve, ici et maintenant. Voilà, qu'est-ce que je peux faire, la première étape par laquelle commencer aujourd'hui. J'aime bien le déroulé que tu proposes pour montrer qu'on arrive peut-être petit à petit, peut-être tu vas nous en parler, hein, le fait de prendre en considération la lecture des étiquettes, s'y intéresser, qu'est-ce que c'est, comment remplacer certaines choses. Ça peut commencer par l'alimentation, ensuite on introduit autre chose, on retire quelque chose. C'est toute une organisation finalement Oui. qui, Et ça qui, se fait qui- de manière qui est mise. progressive en fonction de nos propres priorités et des propres, je vais dire, efforts qu'on a envie de faire et qu'est-ce qui va être le plus impactant pour nous au démarrage. Et comme tu le dis, pour certains, ça va être peut-être de commencer par tout ce qui va être cosmétique en apprenant la lecture des étiquettes. Et puis pour d'autres, ça va peut-être plutôt être de rééquilibrer l'alimentation et de faire différemment. Et puis pour une troisième personne, ça va peut-être être encore autre chose. Donc, Oui, en oui. fait, Donc c'est chacun va, tu offres la possibilité au fait à chacun de se réapproprier
sa vie, hein, son mode de vie, et la manière dont il peut s'organiser et la gestion de ses priorités. C'est Et bah, justement, c'est quoi, de quoi on parle exactement? De qu'est-ce qui amène à prendre, avant la prise de conscience, il y a certainement l'information. De quoi on parle quand on parle de ce qu'on appelle perturbateur endocrinien? Comment tu peux résumer de manière la la plus plus simple? simple possible. Alors, un perturbateur endocrinien, c'est quelque chose qui va avoir un impact, une substance, on va dire, qui vient de l'extérieur, qui va avoir un impact sur notre équilibre hormonal. Alors, le perturbateur endocrinien le plus connu, qui n'est pas forcément un mal, c'est la pilule contraceptive, tout simplement. Parce que bah, ça vient perturber le fonctionnement normal de notre cycle pour avoir un effet anovulatoire Et et du oui. coup bah, avoir cet effet contraceptif. Donc, dans la définition concrète du perturbateur endocrinien, la pilule contraceptive en est un, avec bah, Hmm. les avantages qu'on lui connaît aussi. Hmm. L'idée, c'est d'essayer de se libérer le plus possible des perturbateurs endocriniens qui vont être nocifs pour nous. Et si je dois vous faire une explication, ben, j'espère relativement simple, euh, sur chacune de nos cellules, on a des récepteurs. Je vais comparer ces récepteurs au tee d'une balle de golf. Si vous voyez ce que c'est, le tee, c'est le petit support, on va dire, qui va accueillir Ah la balle oui. de golf avant Ok. de pouvoir jouer. Alors, je ne suis pas une Hmm. golfeuse, hein, mais j'aime bien cette comparaison. Donc, le récepteur de notre cellule, c'est comme un tee d'une balle de golf. Et si on a la balle de golf qui vient se poser sur le tee, forcément, on va pouvoir jouer au golf. Donc, si on Mhm. a la bonne information qui vient sur le récepteur, notre cellule va Mhm. fonctionner correctement. Mhm. Mais si on vient poser une balle de tennis sur notre tee, elle va pouvoir prendre la place, elle va pouvoir Mhm. être maintenue. Mais Mhm. par contre, est-ce qu'on peut jouer au golf avec une balle de tennis? A priori, ça va être plus compliqué. Et ben, c'est le Hmm. même principe avec les perturbateurs endocriniens. Ce sont des substances qui vont venir prendre la place sur le récepteur de nos cellules, mais qui du coup vont entraîner une difficulté de fonctionnement ou un dysfonctionnement de notre cellule et on ne va pas avoir le même impact sur le fonctionnement de notre corps. Et une fois ponctuellement, bah peut-être que ça ne va pas avoir d'impact plus que ça, mais une répétition plusieurs fois dans la journée, plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, et bien à la longue, ça peut transformer durablement le fonctionnement de notre corps, le déséquilibrer durablement. Et ce qu'il faut savoir au passage, c'est que ces perturbateurs endocriniens, donc on peut appeler des xénoœstrogènes, ou des xéno venant de l'extérieur, œstrogènes parce que ça mime les effets des œstrogènes, par exemple, eh ben, ça va être stocké dans notre masse grasse. Donc il y a plein de choses qui vont aussi favoriser ce déséquilibre-là par une rétention et un stockage de ces perturbateurs-là. Donc en fait, on va avoir deux options de gestion, on va dire. Ça va être d'une part gérer sur notre état de santé de manière générale, avec ben, un bon équilibre alimentaire, sportif, etc. Et d'autre Mhm. part, en limitant aussi l'apport exogène de ces perturbateurs. Parce que ben, plus on Hmm. va en utiliser, en mettre sur notre peau, en ingérer, etc., plus on va en conserver. Donc, à l'inverse, moins on va utiliser de produits qui en contiennent et moins on va en avoir à l'intérieur de notre corps, donc moins on va en conserver. Donc, on peut agir sur les deux tableaux. Et c'est pareil, ben, c'est en fonction aussi de la préférence de chacun, de par quoi on va commencer. Et le but, c'est Hmm. vraiment d'aller sur de la prévention à long terme, aussi bien pour nous ben, que pour nos enfants, tout simplement. Hmm. Qu'est-ce que toi tu as remarqué par rapport aux personnes que tu accompagnes justement dans cette démarche, non seulement de prise de conscience, mais de mise en action, hein, surtout. Euh, quelle est la problématique principale que tu rencontres chez les personnes que tu accompagnes? Est-ce que c'est plus alimentaire? Comment ça se manifeste, voilà, les Comment ça se problématiques? manifeste? Alors, je dirais qu'en termes de conséquences, on est plus dans les conséquences physiques et émotionnelles. Avec, bah, ça peut être des problèmes de peau, avec des montagnes russes émotionnelles, avec plus de stress, avec, voilà, ça va vraiment se manifester de cette manière-là. Et après, le côté, alors c'est parce que c'est mon domaine, comme je vous l'expliquais, moi j'ai été sage-femme, donc tout le domaine du cycle féminin est vraiment quelque chose qui Oui. m'interpelle fortement. Donc
Je vais Oui. aller plus facilement dans ce domaine-là aussi. Mm, Tout l'impact sur le dérèglement du cycle, les cycles trop courts, les cycles trop longs, mm, les mm, difficultés à tomber enceinte quand c'est notre souhait, donc ce qu'on appelle les hypofertilités ou voire les infertilités. Ça va être les fausses couches à répétition, ça va être voilà, tout ce qui va impacter le fonctionnement de nos cycles et du coup de notre fertilité. Et maintenant, il y a énormément d'études qui montrent que l'exposition aux perturbateurs endocriniens à long terme a mm. un impact sur cette fertilité et sur ce fonctionnement. Ça a un impact aussi sur tout ce qui va être âge de la puberté. L'âge de la puberté chez nos jeunes filles a diminué. Et On est oui, passé de 14 ans à 11 ans maintenant à l'heure exactement. actuelle. Mm, mm, Et après, je vous encourage d'ailleurs, si vous êtes curieux, il y a une vidéo sur YouTube qui a été mhm, animée par une webconférence qui a été animée par le professeur Joyeux et Corinne Lalo. Alors, on pense ce qu'on veut du professeur Joyeux. Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était très intéressant parce que sourcé, parce que avec des données scientifiques, avec des études, avec des recherches, enfin, il y a vraiment tout un job qui a été fait derrière. mhm, Je dirais, mais si c'est quelqu'un que vous n'appréciez pas, peu importe, mettez de côté votre appréciation, mais écoutez simplement ce qui est dit, parce que c'est la valeur de ce qui est dit qui est intéressant plus que la personne. Et ils expliquent justement comment tout ça va venir impacter notre fertilité, preuve à l'appui. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant si le sujet vous interpelle. C'est quelque chose de très intéressant parce que vous allez avoir énormément d'informations et moi, ça m'a vraiment fait tilter. J'étais déjà mm, consciente de beaucoup de choses, mais voir ce documentaire, cette webconférence m'a vraiment fait tilter encore sur plein de choses et sur le mm, fait que je pouvais aller encore un petit peu plus loin, ne serait-ce que dans le fait de partager autour de moi ce que mm. j'avais appris pour donner des outils, justement, et permettre et toucher de plus en plus de personnes. Et je te remercie encore de m'inviter dans cette émission, dans ce podcast, parce que ça me permet de le faire. Donc, merci à toi. Oui, ben oui, c'est très important en fait. Je trouve euh, que c'est tellement banalisé et surtout là, ce que tu décris, c'est la difficulté à faire des liens entre. Tu parlais par exemple du cycle féminin. Bon, je pense que à ce niveau-là, c'est une des manifestations les plus, on va dire, Visible? les plus visibles, ouais, exactement, les plus visibles, bien que les liens ne soient pas forcément faits avec ben, tout ce qui nous entoure, l'environnement qui nous entoure. Mais quand tu parles également de l'impact sur finalement notre psychologie, donc sur les émotions, mais aussi j'imagine sur le mental, bon, sur la peau, donc ça c'est aussi pareil visible. Et en fait, c'est ces liens-là qui sont difficilement observables et qui font que bah, les personnes ben, ne se rendent pas forcément compte de ce système pernicieux qui nous pénètre au quotidien et qu'on pense être comme une sorte de fatalité, puisque les liens directs ne sont pas faits. Tu vois, et ça, je trouve que c'est génial du coup de pouvoir combiner donc, des informations qui sont sourcées. Tu parlais du professeur Joyeux, donc qui est bah, docteur, professeur, et donc lui qui a quand même une vision, j'imagine, où les preuves hein, prises en compte, les preuves sont importantes. On n'est pas là juste à imaginer qu'il y a des choses qui se passent. Les preuves sont là, donc avec les études et tous les liens qui peuvent être faits, et de le combiner avec bah, une vision pratico-pratique d'organisation et puis d'ouverture de possibilités. Qu'est-ce que tu as, toi donc là, tu constates, par exemple, on le constate tous, hein, là, les jeunes filles. La dernière fois, justement, c'est drôle parce que on en parlait avec une amie par rapport à notre cycle et elle me posait la question sur moi parce qu'il y a sa fille voilà, qui est en pubère en ce moment, qui est en pré-pubère et elle se demandait comment lui annoncer, tu vois, comment un petit peu la sensibiliser par rapport à prendre soin d'elle, à la rassurer sur bah, comment gérer tout ce passage-là là, pour les jeunes filles. Et on se disait, ah ben nous, et pourtant sa fille est très jeune, hein, je crois qu'elle doit avoir 10 ans comme ça. Je lui dis, mais tu en parles déjà, elle est elle est super jeune. Et elle me dit, mais attends, elle connaît d'autres qui, à 10 11 ans, enfin, il y a déjà leur cycle qui a commencé. Et moi, ça m'avait. Enfin, je le savais sans le savoir, et le fait de le voir, tu sais, de manière récurrente,
je me dis, ah oui, effectivement, c'est une réalité de plus en plus présente. Euh, et puis, tu sais, cette maturité psychologique qui est en inadéquation avec le physique, en fait. Hein. C'est la maturité psychologique qui ne va pas forcément en adéquation. Ça, c'est pour les jeunes filles. Toi, tu le constates, Stéphanie, qu'est-ce que tu constates là par rapport? Parce que tu vas, du coup, tu as un discours opposé par rapport, par exemple, à la pilule, qui est, moi, je me souviens à mon époque, c'était quelque chose qui était omniprésent hein, dans la sensibilisation pour justement parler, pour les jeunes filles. C'était pilule contraceptive, et voilà comment tu le vis ça, toi, par rapport au discours qui est aussi donné par d'autres professionnels? Est-ce que... Alors, dans les professionnels que je côtoie et que j'écoute, c'est vrai que j'ai découvert vraiment une adaptation du discours aussi, et on n'est plus à la prescription systématique de la pilule pour les jeunes filles. Ah, Et super, déjà, ça, d'accord. je trouve ça très, très Ouais. intéressant parce Mm. que on est C'est une vraiment avancée. Mm. dans une démocratisation de l'explication et du choix. Et c'est vrai qu'à notre époque et notre génération, le premier rendez-vous en consultation gynécologique, alors maintenant, sachez que les sages-femmes ont la possibilité de faire des rendez-vous de consultation gynécologique, donc ça, c'est très, très intéressant aussi. Et du coup, ça amène déjà une autre vision quand c'est la sage-femme que quand c'est le gynéco, parce que le gynéco est médecin. Donc, Mm. et c'est pas du tout antagoniste, hein, je suis absolument pas anti-gynéco, mais que je ne sois pas maladroite dans la manière de le dire. Simplement, ça ouvre une autre possibilité d'accompagnement et ça ouvre le choix aux personnes d'aller vers qui elles veulent aller. Et c'est vraiment le principe de donner les informations avec les avantages, les inconvénients pour que la personne, la jeune fille, soit libre de son choix et du coup en comprenne les implications. C'est-à-dire que si la jeune fille choisit de prendre une pilule, eh ben, elle va, je vais dire, assumer les conséquences de sa prise avec les avantages et les inconvénients. Et si elle choisit d'utiliser un autre moyen de contraception, eh ben, elle va en assumer Mm. les conséquences avec les avantages et les inconvénients. Et Mm. si elle choisit de ne pas en profiter ou si ce n'est pas le moment pour elle, de la même manière. Donc il y a vraiment ce Mm. côté responsabilisation de la personne qui émerge beaucoup plus que ce qu'on a pu Mm. vivre, nous, à l'époque où on était jeune fille et où on a vécu cette période-là. Donc, je trouve Mm. ça déjà très, très intéressant parce que ça redonne le pouvoir à la personne. Il n'y a Mm. plus autant, je vais quand même mettre un bémol, il n'y a plus autant cette domination du professionnel de santé, du sachant, qui Oui, vient dire non, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça que vous devez faire. Il y et a oui. plus ce côté informatif de je vous donne les outils et c'est vous qui, moi je Mm. pense que c'est ce qui serait le plus adapté à vous, mais de rendre le pouvoir de décisionnel à la personne. Mm. Donc ça déjà, je trouve ça intéressant. Et puis, il y a aussi cette sensibilisation de beaucoup de monde justement à tout ce qui va être perturbateur endocrinien et cette envie de plus en plus marquée par nombre de personnes d'aller les éliminer du quotidien. Et donc, il y a de plus en plus de personnes sensibilisées, d'applications qu'on peut consulter, de sites internet documentés pour nous Mhm. faciliter la vie. Donc, on est aussi dans la génération d'Internet et de l'informatique. Enfin, quand j'étais jeune ado ou jeune adulte, on était dans les débuts d'Internet. Alors, je ne suis pas née à l'âge de pierre non plus, certes, mais voilà, on était dans les débuts Et d'Internet. Il n'y avait oui, pas un accès à l'information aussi facile que exactement, oui. maintenant. Mm. Donc c'est vrai qu'on a on a cette possibilité-là qui est quand même une chance incroyable de Oui. pouvoir aller se renseigner et de pouvoir faire nos choix en toute connaissance de cause. Et du coup, faire nos premiers pas en toute connaissance de cause. Donc, on a vraiment cette ouverture sur le monde-là qu'on n'avait pas avant et qui facilite aussi nos prises de décision et nos choix. Mm. Mais c'est exactement ça, c'est donner la palette de choix avec les informations correspondantes. C'est un petit peu, tu sais, dans le même... si je fais un parallèle avec les choix thérapeutiques, tu sais, aujourd'hui, on essaie un peu plus d'introduire les alternatives possibles par rapport à une certaine époque où l'ouverture n'était pas aussi visible. Mais le choix, la responsabilisation, et du coup, et ce choix-là, la responsabilisation, du coup, c'est vraiment un pouvoir. Oula,
c'est réellement un pouvoir. J'ai l'impression que ça bug de mon côté. Alors, l'image bug un peu, mais le son est impeccable. D'accord. Ok. Donc il y a ce pouvoir-là qui qu'on n'avait pas forcément, hein. Donc tu dis on était un petit peu comme passif dans notre prise en considération de notre évolution, alors que là, on nous donne l'opportunité informative de faire des choix. Bien que, bah, à un certain âge, hein, on est quand même orienté parce que faire des choix à un certain âge, en toute conscience, bon, c'est encore délicat, on n'a pas forcément, tu sais, toutes les billes. Justement, toi, Stéphanie, qui vient, quel est le profil, entre guillemets, typique des personnes qui viennent vers toi, voilà, qui veulent être accompagnées par toi? Oh, Est-ce bah, que tu as un profil typique je dirais c'est avec des problématiques assez beaucoup de mères de récurrentes? famille. Beaucoup Ah, de mères de famille, mais parce que je d'accord. suis moi-même mère de famille, donc il y a un côté identification aussi. Et on est vraiment, alors pas forcément dans le domaine de la féminité à proprement parler, mais vraiment dans la généralisation de comment je peux prendre soin de ma famille autrement, comment je peux me libérer des inconforts du quotidien. Mhm. Et du coup, ben, comment moi je peux les aider avec ça par rapport à mon expérience de maman, à mon expérience de femme, bah, toutes les recherches que j'ai faites par moi-même et comment je peux leur simplifier la vie. Donc ce sont vraiment des personnes finalement qui sont dans la même démarche de transition que moi. La différence, je Mhm. dirais, c'est que j'ai peut-être juste fait un ou deux pas de plus par rapport à elle parce que j'ai commencé plus tôt. Et du coup, bah, je leur apporte ce que j'ai appris et ce que j'ai découvert par mon expérience, tout comme elles m'enrichissent parce que elles ont déjà vu et déjà fait et déjà partagé. Et Mhm. c'est ça qui est très intéressant aussi, ce système de collaboration, parce que bah, même si les personnes font la démarche de venir me voir moi, c'est toujours un échange finalement, parce que j'en apprends toujours et des astuces, des outils, et c'est un échange, c'est du partage. Et, euh, et c'est vraiment ce côté très, je vais dire, valorisant pour moi de me dire que ben voilà, je vais accompagner cette personne à mettre du mieux dans sa vie. Et quand j'ai des témoignages de mamans qui me disent waouh, c'est la première fois que je dors bien depuis plusieurs années parce que j'étais tellement stressée que ben, je me réveillais 5 fois dans la nuit et là j'ai fait une nuit complète. Ou d'une autre femme qui me dit waouh, bah c'est super, j'avais pas du tout la motivation de me mettre au sport parce que dès que je le faisais une fois, deux fois, j'avais plein de courbatures et là, du coup, avec les outils que tu m'as donnés, ben, c'est bon, j'ai un petit peu de douleur, mais j'ai plus de courbatures. Donc, ça me motive d'autant plus de continuer. Ou, voilà, ça peut être sur de la bobologie digestive, ça peut être juste sur le principe que, ben voilà, tiens, ma fille a une peau pleine d'imperfections, comment on dit? C'est la complexe, ça la Merci, gêne. c'était le mot que je cherchais. Est-ce que tu as des outils? Parce que bah, j'ai pas envie forcément de passer par la case pilule contraceptive ou par la case produit plus agressif. Est-ce que tu connais des outils pour? Et puis du coup, bah, on va chercher ensemble et avec la jeune fille, parce que bien entendu, c'est ce que la jeune fille a envie de faire. C'est pas parce que la maman a envie que la jeune fille fasse que la jeune fille va faire. C'est sûr. Donc c'est comment en fait et comment on apprend aux enfants dès le plus jeune âge à s'écouter et à mettre en place des routines plus saines dans leur quotidien, que ce soit au niveau alimentation, que ce soit au niveau exercice physique, que ce soit au niveau soins de la peau, utilisation de cosmétiques, que ce soit voilà, dans plein de domaines différents. Et c'est ça où je trouve vraiment cet accompagnement très intéressant parce que ça touche ben, des mamans, des pas Mhm. mamans, des jeunes, des moins jeunes, des femmes Mhm. ménopausées, ça touche des sportives, des non sportives, ça touche des mamans entrepreneurs, des mamans salariées, des mamans au foyer. Voilà, ça touche des papas aussi, bien entendu, et des hommes aussi, bien entendu. Et Alors, c'est oui. vrai que moi, étant sage-femme, ben, Mhm. j'ai beaucoup plus de facilité. Je pense que j'attire plus de femmes parce que j'ai beaucoup plus de facilité à parler du domaine de la femme. Mais effectivement, j'accompagne des hommes aussi. Et ça aussi, c'est enrichissant parce qu'on se rend compte aussi de notre différence de perception et qu'un homme va voir, par exemple, un soin de la peau avec beaucoup plus de réticence qu'une Mhm. femme. Oui. Donc,
quand c'est une petite victoire personnelle quand j'ai un homme qui vient me dire ah c'est génial écoute voilà ça faisait des années que j'avais la peau qui craquelait en hiver et puis finalement bah, je me suis décidée et j'ai essayé de faire ce que tu me disais et ça va drôlement mieux et j'ai plus les irritations après le rasage j'ai plus tout ça et là je me dis waouh ben là aussi C'est c'est une petite victoire, c'est des petites ça victoires c'est comme ça ça. de se dire ben voilà comment on peut amener comment on peut réfléchir ensemble à amener un petit peu plus d'équilibre Hmm. dans la vie de chacun. Et ça touche tous les domaines, ça touche tout le monde. Et c'est simple. C'est surtout Hmm. ça, c'est simple, c'est un pas après l'autre, c'est une goutte à la fois. Si je dois faire une comparaison, pour moi, c'est comme quand on veut gravir l'Everest. Si on regarde le sommet, ben, on se décourage tout de suite. Donc l'idée, c'est d'y aller vraiment un pas, plus un pas, plus un pas. Et moi, je vais être le Sherpa qui, même si j'ai pas encore atteint l'Everest, ben, j'ai peut-être atteint le premier palier. Et du coup, je peux venir accompagner le long de ce chemin pour dire, bah, OK, voilà, tiens le coup, tiens, tu peux passer par ce chemin-là, tu peux faire ça comme ça. Et c'est la personne qui fait le choix d'emprunter le chemin qu'elle veut finalement. Mais moi, je suis juste là à côté pour marcher à côté d'elle, courir à côté d'elle ou m'arrêter avec elle si c'est son choix. Oui, mais c'est super ce que tu dis, puisque finalement, ça rassemble, on rassemble tout le monde, on est tous concernés par ça, par bah, ces problématiques qui nous touchent à nos dépens, et surtout le fait d'avoir d'avoir la perception de ne pas avoir le choix par rapport au mode de vie. Je pense notamment à, je pense notamment à l'alimentation où ben voilà, on est ce qu'on nous a offert, tu sais, surtout notre génération et encore plus la génération suivante, qui ont grandi avec des supermarchés, avec bah voilà, la banalisation, par exemple, des plats préparés, des additifs alimentaires, hein, de tout aussi l'électromagnétisme qui nous entoure, enfin, toutes ces le plastique, enfin de plus en plus de particules qui nous entourent, qui peut-être à une certaine époque était moins important et qui... Tu me dis, qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça, cette question de génération et de banalisation de notre génération, quand je trouve que ben, on n'a pas connu, tu sais, enfin, moi en tout cas, en fonction de là où on vient, etc., ne serait-ce que d'aller faire son marché avec des produits frais. Tu vois, des choses qui étaient dans le quotidien, qui étaient banales et qui étaient source bah déjà de relations sociales, mais aussi de qualité en termes alimentaires. Bah, aujourd'hui, on va préférer aller bah, au supermarché. C'est notre repère, on va dire. Voilà, c'est le repère aujourd'hui. Ben, je dirais que le supermarché, c'est surtout l'idée derrière l'idée du supermarché, pour moi, il y a l'idée de la gestion du temps. C'est Oui, que exact. on a l'impression que ben, d'aller chez le boucher, chez le maraîcher, chez le petit Exact, oui. producteur, ça va nous prendre un temps fou, alors qu'au supermarché, ben, finalement, tout est au même endroit et ça va nous faciliter la vie. Mais effectivement, en choisissant ça, ben, on peut aussi faire une croix potentielle sur une partie de la qualité. Et je Sûr. crois que ça interpelle vraiment sur la gestion du temps et sur Mm. notre manière d'envisager cette gestion du temps-là. Parce que, alors sans être parfaite, hein, clairement, je n'ai pas vocation à être comment dire, dans la perfection dans tout ce que je fais. Mais si on reprend simplement les bases d'aller chercher nos produits frais et de cuisiner, ça ne nous prend pas forcément beaucoup plus de temps que de faire on va dire, d'avoir quelque chose de vite fait ou de déjà prêt. Avec l'avantage supplémentaire que ça, on peut le faire avec nos enfants. Donc, on les autonomise au passage parce qu'on leur apprend à faire. C'est un moment partagé en famille. Et oui, Donc, c'est pas un moment où, enfin, ça va être un temps utile et un temps utile pour la gestion du repas, par exemple, mais en même temps, un temps familial de qualité avec nos enfants. Donc, si nos enfants, ils ont ce temps de qualité-là, ils vont pas forcément nous le réclamer après, donc, ça nous fait aussi potentiellement plus de temps libre. Donc, non seulement on prend soin de nous, on a du temps qualitatif avec nos enfants et on a du temps libre derrière. Alors qu'on pourrait imaginer que si on fait une pizza surgelée, ben, on aura plus de temps pour faire autre chose. Mais concrètement, est-ce qu'on le fait réellement? C'est autre chose. oui, 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 exactement. Tu parlais d'organisation au début. Et j'aime bien ta vision de pouvoir, au lieu de séparer les choses, bah, du coup, tu inclus en fait
tous les bienfaits de pouvoir se réorganiser. Se réorganiser, c'est pas juste du temps, on va dire physique. C'est aussi du temps d'attention, du temps de disponibilité, du temps partagé. Et c'est vrai que notre raisonnement, malheureusement, il y a cette raisonnement trop physique du temps et on oublie en fait toutes les autres notions de temps. Et en se déculpabilisant aussi, c'est pas dramatique si un soir on fait à manger une pizza surgelée. Voilà, Oui. c'est aussi cette déculpabilisation. Mm. Je vois beaucoup, et c'est quelque chose qui, moi, me heurte profondément, de Mhm. toutes les injonctions qu'on peut entendre des 5 fruits et légumes par jour. Alors, Ah, pour l'anecdote, si j'ai 5 pastèques, ça fait peut-être un peu beaucoup à manger. Bon, pardon. Mais ouais, voilà, ouais, les 5 ouais. fruits et légumes par jour, maintenant, faut faire du yoga, faut faire de la Ah, ah. méditation, faut faire du Mm, mm, mm. sport, faut avoir du temps avec les enfants. Enfin, il y a un moment où on n'a pas des journées de 36 heures et puis on passe en fait, on passe il faut être hyper performant au boulot à maintenant, il faut être hyper performant à la maison en plus d'être hyper performant au boulot. Et ben non, enfin, c'est tellement plus riche que ça finalement. Et puis, adaptons, enfin, on est toujours, comme pour tout, on est toujours dans le choix de ce qui nous correspond à nous. Et peut-être que le yoga, ça Exactement. va correspondre à la voisine, ça va pas nous correspondre à nous. Et peut-être que de se lever plus tôt le matin pour faire du sport, ça va nous correspondre à nous. Et puis que la voisine va préférer faire du sport le soir. Et puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas envie de faire du sport, tout simplement, et que ça lui va très bien comme ça. Donc l'idée, c'est Exactement. vraiment d'aller chercher ce qui va nous correspondre à nous en fonction de ce que nous, on a envie de vivre. Et parce que le but de la vie, c'est quoi, à part d'être heureux? Et être heureux, c'est pas selon les critères du voisin, c'est selon les nôtres. D'ailleurs, c'est une très chouette question à vous poser. C'est prendre le temps en coupant toutes les notifications, en étant dans la solitude et vraiment un temps pour vous, prendre sur un cahier et écrire qu'est-ce qui me rend heureux et faire la liste. Et moi, c'est un exercice que j'ai fait pendant les vacances de Noël et qui a été Mhm. révélateur pour moi parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les trois quarts de ma liste, c'était des toutes petites choses du quotidien. C'était le câlin de mon fils quand il se réveille. C'était parce qu'il arrive, il descend, il a la tête dans le pâté et sa première chose, c'est de venir, entre guillemets, finir sa nuit et se réveiller tranquillement dans mes bras. Et c'est un moment mais d'une grande joie pour lui et pour moi, parce qu'il a quand même 9 ans et demi maintenant, donc je me dis que ça va peut-être pas encore durer des années. Donc j'en profite énormément et ça me rend heureuse. Et c'est plein de petites choses comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ma vie était une source de petit bonheur que, mais que j'avais arrêté de percevoir parce que j'étais toujours en mode, je cours après quelque chose de plus sans voir ce qui est déjà là. Et se poser, Mhm. prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qui me rend heureux. Alors, on est un peu éloigné du sujet là, mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui me rend heureux? Ben, on va du coup se diriger plus facilement vers ce que nous, on a envie et ce qu'on veut créer dans notre vie pour nous et pour nos enfants et apprécier beaucoup plus la manière dont on passe notre journée finalement. Mais c'est très, 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 très pertinent. Je pense que on s'éloigne pas forcément du sujet. Le sujet est lié du bien-être, du bonheur. C'est forcément des thématiques qui accompagnent notre vie au quotidien et de notre existence et de la manière dont on se perçoit en fait dans ce monde, tout simplement. Et tu parlais des injonctions, etc. Et souvent, en fait, dans mes podcasts, je reviens souvent à la même. Ce que je constate, hein, malgré toutes les thématiques que je peux aborder, là, on est vraiment sur le premier épisode, hein, on est plus dans la guérison, l'auto-guérison, tout ce qui peut nous aider à nous améliorer dans notre quotidien. Et surtout, des potentiels qu'on ignore du pouvoir que l'on a de pouvoir choisir en gros, faire notre petit puzzle à nous, voilà, de rassembler les petites pièces par-ci, par-là, et de nous créer notre propre mode de vie, mode de fonctionnement. Et tout ça, ça implique forcément de se poser, chose qu'on ne nous apprend pas forcément. Jeune, hein, on nous apprend à courir, 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 l'école, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, il faut que tu gagnes ta vie, il faut ceci, il faut cela. Et comme tu as dit, quelque chose d'aussi bête, de prendre un stylo, enfin aussi bête, aussi banal que de prendre un stylo, se poser
voir un petit peu en soi, ou même beaucoup plus en profondeur en soi, peut-être des choses qui vont nous déranger. Pourquoi s'interroger? Toute cette introspection-là, d'écrire, de prendre le temps d'écrire ou pour des personnes qui veulent écrire. Mais l'écriture, je trouve que c'est quelque chose, je sais pas ce que tu en penses, c'est une introspection assez spéciale parce qu'on pose ce qu'on ressent sur quelque chose de plus matériel, de plus tangible. On se rend compte, c'est exactement ce que tu dis. Merci à toi de le rappeler, de cette simplicité finalement de la vie et que la complexité nous rend, j'allais dire pas forcément heureux, au contraire, nous donne plus de souffrance puisque c'est pas le but, c'est pas notre vrai mode de fonctionnement. Si on devait généraliser la simplicité, la simplicité, les petits joies du quotidien, retourner à l'essentiel, et tout ça, c'est aussi faire le tri. Du coup, si je reviens à tout cet environnement-là perturbateur dont tu parles, finalement, ça a été comme des couches rajoutées, hein, euh, transformées, complexifiées, et pas forcément pour notre bien. Et puis, n'oublions pas, si je veux revenir un peu plus précisément sur le sujet aussi, que ces fameux perturbateurs, enfin, nos émotions sont dues à une production hormonale. On Et connaît oui. l'ocytocine, on connaît la dopamine, on connaît les endorphines et tout ça. Et en fait, les perturbateurs endocriniens vont également venir impacter tout ça. Un Et oui. truc tout simple, notre microbiote intestinal qui produit une Mhm. cinquantaine d'hormones. Donc forcément, si on a une alimentation où tout, je vais essayer de faire simple et de rattraper les choses concrètement, tout ce qu'on va respirer, tout ce qu'on va boire, tout ce qu'on va mettre sur notre peau, tout ça va passer par le foie et notre foie va, on va dire, faire le tri, filtrer et théoriquement détoxifier. Mais si on a une quantité énorme de perturbateurs qui vient par toutes ces sources, par les produits cosmétiques, le shampoing, les crèmes pour la peau, par les produits nettoyants, par les emballages plastiques, par l'eau qu'on boit, par les conservateurs dans les aliments, notre foie va être engorgé. S'il est engorgé, il fait moins son travail de filtration, donc il va y avoir plus de toxines qui vont passer au niveau des intestins, donc ça va entraîner un dysfonctionnement, une altération de notre microbiote, donc un dysfonctionnement, donc avoir une action sur les hormones produites par l'intestin. Sans même parler que ça peut aussi avoir un impact sur les hormones produites par les surrénales. Je vous rappelle qu'une des hormones principales produites par les surrénales, c'est le cortisol, l'hormone du stress. Donc, plus on est stressé, plus ça impacte nos surrénales. Plus on a de cortisol, plus ça impacte le pancréas et la glycémie, donc la gestion du taux de sucre dans le sang. Ça impacte la thyroïde avec voilà, il y a vraiment tout un effet global parce que notre équilibre hormonal, c'est une symphonie dans notre corps. Et s'il y a une fausse note d'un côté, toute la symphonie va être perturbée. Ça s'entend peut-être pas au début, mais peut-être qu'une fausse note va entraîner une autre fausse note et encore une autre fausse note, et au bout du moment, c'est une cacophonie. Donc, voilà, tout ça va aussi avoir un impact sur nos émotions, et plus on va être stressé, plus on a un impact hormonal, plus on a un impact hormonal, plus on peut avoir du stress, des difficultés de sommeil, des difficultés digestives, des douleurs, des tensions, et forcément, quand on est en tension toute la journée, qu'est-ce qui va se passer aussi? On va être plus irritable. Si on dort moins bien, on va avoir manque de concentration, difficulté dans les apprentissages, donc irritabilité aussi. Bah, ça va jouer sur tout notre équilibre. Et si je dois parler solutions, il y a des solutions qui sont toutes bêtes. Pour les produits ménagers, on a besoin de trois produits de manière générale: du bicarbonate, du vinaigre blanc, de l'eau et des huiles essentielles. Et avec ça, vous avez tout pour prendre soin de l'intégralité de votre maison. Pour les cosmétiques, c'est pareil. On a besoin. Il y avait la grand-mère d'une de mes amies quand j'étais au collège qui nous disait: les filles, ne mettez jamais sur votre peau ce que vous ne mettriez pas dans votre bouche. Eh oui, j'ai déjà entendu ça. Ouais. Et j'ai trouvé Très Alors, autant vous juste. dire qu'à 15 ans, ça me passait au-dessus de la tête, mais à 15 000. Et ça m'est revenu il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, mais elle a raison. Pourquoi acheter un gommage dans le commerce, du sucre, de l'huile végétale, quelques gouttes d'huile essentielle, ou du miel, des grains de sucre, ou du marc de café, ou du gros sel?
Et on peut se faire un gommage d'une super efficacité. On veut prendre soin de sa peau, bah, de l'huile végétale, de l'huile essentielle. Il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça très simplement. Au niveau des savons, bah, si vous avez la chance d'avoir un petit savonnier local, bah, c'est magnifique parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les petits savonniers, ils sont contrôlés avec des contrôles de toxicologie, avec des contrôles. Enfin, ils ont un cahier des charges qui est monstrueux et ils doivent être beaucoup plus transparents que les grosses entreprises. Donc, vous pouvez, en plus, en faisant vivre le savonnier local qui va contribuer à la vie de la commune ou du coin, ben, vous avez une garantie de cette sécurité d'utilisation-là. Donc, il y a plein de petites choses qui sont toutes Oui. simples et Mm. qui ne demandent pas d'effort en fait. Et je vous renvoie vraiment. Alors, si vous voulez en savoir plus, on peut aussi prendre contact ensemble. Et puis, moi, ça sera avec grand plaisir qu'on en discutera. Mais ça ne demande pas énormément d'effort parce que Oui. ben, on continue à prendre soin de nous. C'est juste un petit temps d'adaptation sur le comment on prend soin Oui. de nous différemment. Et au niveau ben voilà, des emballages et des contenants, ça va être remplacer peut-être les plastiques par du verre et de l'inox. Ça peut être voilà, boire de l'eau filtrée, ça peut être. C'est des petites choses. Éviter les plats préparés le plus possible, éviter les sodas et éviter tout ce qui va être blanc. Sucre blanc, farine blanche, c'est du raffiné. Donc le raffiné va être oxydant, va entraîner une accélération du vieillissement de nos cellules, donc potentiellement plus de dysfonctionnement. Mais ça, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup. Et c'est vraiment Oui, c'est petit ça. à petit. Exactement. Oui, c'est ça. C'est plutôt les étapes que tu offres. Là, tu nous offres énormément de solutions dans le quotidien. C'est des choses vraiment du quotidien. Mais ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on doit tout changer et qu'on doit suivre, que ce soit la dictature et qu'on doit suivre absolument ce mode de vie-là. Et qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai souvent cette comment dire, ce conseil que je peux donner à des personnes qui ont peut-être peur ou qui se sentent pas capables d'approfondir et qui pensent que c'est des choses, un savoir inaccessible. Moi, ce que je dis pour simplifier les choses, c'est que plus tu te rapproches de la nature, du naturel, bah, mieux c'est. Plus tu t'en éloignes, exemple pour l'alimentation, bah, une pomme que tu cueilles de l'arbre sera toujours, entre guillemets, mieux plus nutritive, plus vivante que une compote de pommes. Ça ne veut pas dire que la compote est mauvaise. C'est juste qu'il y a une sorte de hiérarchie. Ensuite, tu as ceux qui sont raffinés, transformés, etc. Et plus c'est transformé, plus on s'éloigne bah, de la nature et donc de nous, puisqu'à la base, on a quand même des informations biologiques qui viennent de la nature. Et plus on s'en rapproche, bah, plus on est en adéquation avec notre bien-être, plus on est en adéquation avec la vie et plus on est en adéquation avec notre système. Qu'est-ce que tu en penses de ça Alors, je partage complètement avec un petit bémol. Je dirais que la compote, tout dépend. Si c'est la compote de tes pommes du jardin que tu viens de cueillir et que tu transformes en compote et que Ah tu bah, régales, ah bah voilà, c'est oui, pas la même chose que la compote en pot qu'on va aller ça acheter c'est en sûr. grande surface qui va contenir potentiellement Du des sucres en plus, des sucre, ah bah conservateurs en oui. plus, etc. Et Mhm, il y a ce principe aussi, petit bémol au passage, c'est que si mhm, vous faites l'expérience de justement de mettre de la compote ou une pomme, vous allez vous rendre compte aussi que la quantité de ce que vous allez manger va être différente. Une personne qui va avoir une mhm. pomme entière, une personne qui va avoir des quartiers de pommes ou une personne qui va avoir une compote, si on fait l'équivalent en termes de quantité, la personne qui va avoir une pomme entière va manger une certaine quantité de sa pomme. Souvent, quand la pomme est coupée en morceaux, on va la grignoter, donc on va en manger Mhm. plus. C'est vrai. Et quand elle est en compote, on va en manger encore plus parce que transformée sous forme de compote, c'est pas juste une pomme qu'on va manger, c'est peut-être trois ou Exact. quatre. Et il y a ça aussi qui est à réaliser, c'est qu'en fonction de la manière dont on va manger l'aliment, bah peut-être qu'on va en manger plus que ce qu'on ne devrait pour notre bon équilibre. Donc apprendre à s'écouter. Alors pas s'écouter dans le sens s'excuser des choses, mais s'écouter. Il y a une expression qui dit apprends à écouter ton corps quand il murmure, ça lui évitera d'avoir à crier. Et juste apprendre à ressentir, bah, s'arrêter de manger quand on arrive à la satiété. Ne pas attendre d'en avoir jusque-là. Ça peut être ressentir, bah tiens, là, j'ai une tension à ce niveau-là, bah ok,
plutôt que de forcer encore sur cette tension, qu'est-ce que je peux faire la, la réduire? Alors, ça peut être des huiles essentielles, ça peut être des étirements, ça peut être un massage. Mais voilà, si la tension, elle est là, elle est un signe qu'il y a un déséquilibre quelque part. Si on a le ventre qui glougloute, c'est un signe qu'il y a un déséquilibre quelque part. Si on a soif, c'est un signe qu'on est en manque d'hydratation. Donc, juste réapprendre à écouter les signaux de notre corps et à agir tout de suite pour ne pas avoir je vais dire, à réagir, si tu vois ce que je veux dire. La prévention, Voilà, et mieux faire vaut prévenir que guérir. ça. C'est Et vraiment agir ça. et ne pas subir, finalement. Mhm. Parce qu'on en revient Prendre les devants. à reprendre le pouvoir. Il y a un mot en anglais qui dit empowerment. Alors, désolé pour mon accent, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est comment on reprend le pouvoir sur notre vie en ne le déléguant plus aux Bravo. autres, comment dire, Aux industries voilà, qui nous entourent, au système qui nous entoure, en c'est fait. ça, c'est ça. Et juste réapprendre à s'écouter. Et si on commence à sentir qu'on a un petit peu mal à la gorge, bah ok, plutôt que de laisser empirer les choses et de finir par devoir consulter le médecin parce qu'on est arrivé dans un moment où on peut plus avaler, on peut plus parler tellement c'est inflammé, bah peut-être que dès qu'on commence à sentir que ça nous gratouille au fond de la gorge, mettre en place des petits gestes simples, un gargarisme avec de l'eau citronnée, une huile essentielle à masser sur la gorge, ou Mhm. une tisane avec du miel, un grog pour les plus aventureux. Euh, voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place comme ça pour nous et pour nos enfants. Et forcément, si on apprend à nos enfants à faire la même chose et à s'écouter, bah, non seulement ils sont moins souvent malades, et pour nous, en tant que parents, ça nous simplifie quand même la vie, d'une part, et en plus, on leur donne cette bonne habitude-là de se dire, bah, je ne vais pas attendre d'arriver au moment où mon corps hurle pour en arriver à la rupture finalement. Parce qu'une douleur, si on continue à ne pas y faire attention, on peut arriver à quelque chose je vais dire, de dramatique C'est derrière. grave. Voilà, on a une douleur au coude à force de faire un mouvement répétitif, bah, jusqu'au moment où on a la tendinite et on ne peut carrément plus bouger parce qu'on n'a pas écouté et on est arrivé à un point de non-retour. Donc, comment aussi on réapprend tout ça? Et l'alimentation est une bonne manière. Il y a une phrase qui est attribuée à Hippocrate et qui dit que ton alimentation soit ta première médecine. Bah, c'est vraiment ça. Comment on peut, par l'alimentation, faire de la prévention par rapport à tout ça, limiter tout ce qui va être oxydant, tout ce qui va faire, si je veux dire simplement, tout ce qui va faire rouiller notre corps. Et qu'est-ce qui va faire rouiller notre corps? Bah, ça va être les produits transformés, ça va être les conservateurs, ça va être les toxiques, le café, tabac, alcool. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout enlever. Je suis largement pas contre un verre de rouge, une cigarette et une bonne vivante de manière générale, mais on en revient toujours à comment on trouve de l'équilibre. Ça veut dire, bah ok, euh, si je décide que je prends, on va dire, un verre de rouge plaisir ou une cigarette plaisir, bah, qu'est-ce que Bien je sûr. peux faire Et oui. pour, je veux pas dire, pour contrebalancer ou pour rééquilibrer et essayer de faire un petit peu plus attention sur autre chose. Mais en même temps, avoir ce côté de je profite et je savoure ce moment-là. Pour vous raconter une anecdote, à l'époque où j'avais mon cabinet de sage-femme, j'avais une charge de travail qui était quand même très très lourde. J'avais mes trois enfants à la maison. Et en fait, bon, j'avais mon métier de conseillère bien-être en parallèle et j'étais en train de passer un diplôme universitaire en même temps. Bon, Rien que ça. voilà, oui, rien que c'était 6 mois qui ont été un peu compliqués. Et en fait, j'en étais arrivée j'adore le café et j'en étais arrivée à boire jusqu'à 8 ou 10 cafés avant 15 heures. Et à 16 heures, j'avais les mains comme ça, avec la voix qui tremble, des remontées Ah, acides, des douleurs à l'estomac. Mais pourquoi? Parce que j'étais dans un tel état de fatigue de m'en être mis trop en même temps oui. que Mm. j'avais trouvé ce moyen de compenser par la consommation Mm. du café. Et quand j'en suis arrivée à ce moment-là, je me suis dit, mince, c'est plus possible. En fait, ce qui m'a vraiment fait me rendre compte que j'étais arrivée à un point de non-retour, c'est qu'un matin où la première chose que j'arrivais, c'était me faire couler un café à mon cabinet, et que quand je suis allée récupérer mon café, je ne l'ai jamais trouvé parce que j'avais oublié de mettre la tasse en dessous de la cafetière. Donc là, je me suis dit, ah, si tu en es arrivé à un point où tu n'es même plus suffisamment attentive et tu es tellement fatiguée que tu ne penses même plus à mettre une tasse pour te faire couler un café, il y a quelque chose qui ne va plus. Tu déclics, ouais. Et où en fait, ben voilà, j'ai refait le point sur mes priorités, j'ai refait le point sur mon sommeil, j'ai refait le point sur
ben, comment, par des solutions naturelles, je pouvais un petit peu booster mon énergie et ma vitalité. Et je suis revenue à une consommation de café plaisir. C'était plus du besoin de café pour compenser, c'était redevenu Merci. du plaisir de consommer cette tasse de café. Et du coup, ben, je la savourais. C'était pas juste j'engloutis ma tasse de café parce que j'ai besoin de ça pour tenir le coup, en Pour fait. fonctionner. Ouais. Et comment on remet aussi du plaisir dans chacune de nos actions. Mm. Et, c'est pour moi essentiel. C'est pour moi essentiel. Donc, comment on remet du plaisir dans le fait de cuisiner, comment on remet du plaisir dans le fait de passer du temps, comment on remet du plaisir dans le fait de faire du sport, quel que soit le type de sport. Moi, je veux dire d'activité physique. Et oui, bah, des fois, on n'a pas envie, puis on a le droit de ne pas avoir envie, et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Mais comment on remet du plaisir dans notre vie, finalement, comment on refait pétiller nos papilles, comment on refait pétiller nos pupilles, comment on refait pétiller nos neurones, comment on refait pétiller notre vie et comment on remet de la vie avec un grand V dans notre vie, finalement. Stéphanie, si moi je veux être accompagnée par toi, comment ça se passe? Quel est le type d'accompagnement que tu offres? Est-ce que tu as un format spécial? Si je suis intéressée, comment Alors, faire pour te... on peut me contacter déjà, tout simplement, et puis Ok. voir en fait faire un premier point de bilan pour voir quelle est le- la direction dans laquelle on veut aller. Et puis, Mhm, moi, j'accompagne, donc, comme j'expliquais, je suis conseillère bien-être, je travaille avec une compagnie qui s'appelle doTERRA. Donc, l'idée, bah, c'est de faire le point avec la personne. Si on est plus dans le côté santé naturelle et l'avoir envie de faire ses premiers pas là, moi, je peux faire le point, le bilan avec la personne, lui proposer mes mhm. conseils et mes outils. Parce que on en revient toujours au même quand on décide de faire un changement de vie. Ben, l'idée, c'est de partir avec les bons outils. Si on décide d'avoir une alimentation plus saine et qu'on continue à acheter exactement les mêmes choses, il ne va pas y avoir de changement. Donc, c'est déjà partir avec ces bons outils. Si on décide de faire du sport, la première chose à faire, c'est d'acheter une paire de baskets, a priori. Mhm. Donc là, mon rôle, c'est de conseiller les premiers outils et ensuite d'accompagner, comme je disais tout à l'heure, comme un Sherpa, comme une béquille, le temps que la personne trouve sa propre manière de fonctionner, son roulement, on va dire, son autonomie. Et moi, j'accompagne, je forme, j'informe, je soutiens. Et c'est vraiment mon rôle de ce côté-là. Je fais ça aussi pour toutes les personnes qui sont comme moi, en fait, sont tombées amoureuses de ce principe de vie, de cette philosophie de vie, de mettre plus de naturel et qui ont envie de le partager avec les autres. J'accompagne ces personnes-là aussi. Je les forme, je les informe à développer leur entreprise de bien-être et finalement à, à créer cette joie dans leur vie aussi. D'avoir une activité professionnelle qui les nourrit et qui en même temps fait du bien autour d'eux. Et pour le moment, je le fais essentiellement dans le cadre de doTERRA, mais j'ai en projet de le diversifier, on va dire, et de l'offrir à plus de monde, parce que les personnes ont le droit de ne pas forcément être intéressées par doTERRA, bien qu'à mon sens, ça soit quand même une super compagnie et une manière vraiment d'agir aussi bien pour nous que dans le monde. Donc ça, je vous laisserai aller regarder pour les curieux. Mais voilà, j'ai envie de développer, je suis en train de développer un programme qui s'appelle Éclore, parce que l'idée, c'est on est tous des papillons, on est tous à un cheminement différent dans notre évolution en papillon. Et moi, j'ai envie de créer des cocons comme je le faisais quand j'étais sage-femme autour des femmes qui accouchaient, de créer un cocon de sécurité, de créer un cocon de bien-être, d'information, de bienveillance pour accompagner la personne dans son propre cheminement en fonction de là où elle a envie d'aller. Et c'est pas moi qui fais le job, tout comme c'est pas moi qui accouchais. Moi, j'étais juste là pour amener mon soutien. Là, c'est pas moi qui fais le job, je suis juste là pour amener mon soutien en fonction de la problématique de la personne. Et donc, je suis en train de créer ces fameux cocons-là dans le cadre du programme Éclore pour amener justement cette autonomie, cet empowerment, ramener de la vie dans la vie. Stéphanie, sur ces belles paroles, c'est magnifique ce que tu es en train d'entreprendre et je suis très heureuse de faire ta connaissance à ce moment-là, à cette période-là, de ce début d'éclosion qui n'en finit pas. J'adore ton image on est tous des papillons en phase, à différentes phases de la vie. Euh, il serait super que tu puisses nous dire également où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sachant que toutes les informations que tu viens de nous donner, bien évidemment, là, je vais les partager de mon côté lorsque je vais diffuser
l'épisode. De ton côté également, je pense que c'est aussi un des facteurs de pouvoir offrir cette possibilité au maximum. Tu es présente sur les réseaux sociaux, d'ailleurs c'est là où on s'est rencontrés. Comme quoi, hein, on peut rencontrer, faire de belles rencontres, heureusement, sur les réseaux sociaux. On peut te retrouver sur Facebook, c'est Facebook, ça? voilà, Mhm. à Stéphanie Paclet, tout simplement. On peut Très me bien. retrouver sur LinkedIn également, à Stéphanie Paclet, tout simplement. Ok. J'ai un site internet qui s'appelle kamalabienetre.com, Kamala avec un K. Alors pourquoi Kamala? Parce que Kamala, ça veut dire lotus sacré en hindi. Et pour ceux qui connaissent la symbolique du lotus, moi je la trouve juste magnifique. Je suis une grande fan de lotus. Le lotus, c'est quoi? C'est la graine est dans la vase, elle traverse l'eau sale et elle s'épanouit au soleil. Et je trouve que c'est une belle métaphore de la vie finalement. C'est que peu importe là où on peut avoir l'impression d'être dans la vase. Et en fait, on peut traverser des moments eau sale, mais on peut aussi s'épanouir au soleil. Et c'est pas parce qu'on est dans la vase qu'on s'épanouira jamais. Donc voilà, il y a j'aime cette symbolique du lotus, d'où le Kamala. Et j'ai créé une chaîne YouTube aussi qui est en cours de développement, donc qui s'appelle Éclore, comme le programme, donc Éclore Stéphanie Paclet, dans lequel je publie toutes les semaines des vidéos sur, voilà, sur des astuces santé au naturel, mais également sur des formations, des outils, des réflexions qui m'ont impacté et qui peuvent peut-être donner un déclic à quelqu'un là, par exemple, je suis en train de suivre une formation sur le rapport à l'argent avec Christian Junot, qui est un expert de la relation à l'argent, et ça m'a provoqué énormément de déclics. Donc, une des prochaines vidéos sera par rapport à la peur de manquer, parce que son Mhm. chapitre sur la peur de manquer a vraiment été très interpellant avec des questions très pertinentes que j'avais envie de partager. Donc, il y aura une vidéo sur cette thématique-là, et ça peut être voilà, très varié en fonction de ce qui va m'interpeller, ce que j'aurai envie de partager. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est très, très, très inspirant ce que tu nous partages, très riche surtout. Chers auditeurs, à tous ceux que vous soyez sur un parcours là, de prise de conscience, on a parlé des perturbateurs endocriniens, mais finalement, ça englobe une thématique globale qui est prendre soin de soi dans la vie, se responsabiliser et retrouver son propre pouvoir. Et la vie est courte hein, sur Terre. Faut en profiter du maximum et avec équilibre, conscience et surtout avec cette vitalité qui nous est offerte et que malheureusement qu'on a tendance à détruire par ignorance. Donc Stéphanie, merci beaucoup pour ta présence, pour ton savoir, pour ton partage. Et je vous invite à prendre connaissance de tous tes travaux passés, présents et en devenir. Merci beaucoup. J'ai été ravie de cet échange avec toi et voilà, au plaisir de recommencer sur d'autres thèmes, sur d'autres sujets, parce que c'est vraiment très enrichissant ces partages. Et effectivement, vous voyez, les réseaux sociaux, on s'est rencontrés par hasard et ça donne lieu à des collaborations et ça donne lieu à des échanges très enrichissants. Et voilà, je trouve que c'est la magie de la vie aussi. Merci beaucoup, chers auditeurs. Donc, c'était Stéphanie Paclet, ma chère invitée de cet épisode sur les perturbateurs endocriniens et comment s'en libérer. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.